maintenant, on va passer du coup au vif du sujet, donc l'évolution du marché de la tech à Lille. Donc de quoi on va parler dans ce sujet? Donc tout d'abord, on va faire un petit tour d'horizon sur le marché actuel. On va vous parler des formations, pardon, des profils qu'on peut retrouver et comment dire aussi d'entrepreneuriat, parce qu'on a la chance d'avoir 3 entrepreneurs avec nous, 3 comment dire cofondateurs ou fondateurs de leur entreprise. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant et on va en parler. Donc commençons sans plus attendre. Comment dire, tour d'horizon du marché de la tech à Lille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ça? Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer, veut se lancer dans le grand bain. Bon, je pense qu'il n'y a pas de secret, hein. Le recrutement tech est très tendu, qu'on soit à Lille ou ailleurs. Là, on en parlait un petit peu avant que ça démarre. Les études montrent qu'un développeur à Paris, à 2 ans d'expérience, va gagner un salaire moyen de 45K. À Lille, c'est plutôt 35, donc il y a un gap considérable. Après, je pense qu'il n'y a pas de secret, hein. Il ne faut pas avoir peur, pour moi, de bien payer les gens compétents. Et puis, pourquoi pas même de les payer au-dessus du marché, quoi. Si jamais on veut attirer les meilleurs profils, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret, hein. On peut toujours parler des tickets resto, de la mutuelle et compagnie, mais à un moment donné, c'est pas ça qui paye le loyer. Donc, bon, voilà. Je sais pas si c'est différent à Lille ou ailleurs, mais en tout cas, moi, c'est ce que je constate ici. Ouais, de toute façon, c'est de manière évidente. Moi, je le vois aussi, hein. On constate, c'est très clair qu'il y a des grosses différences. Aujourd'hui aussi même, on voit aussi, parce que moi j'accompagne une école aussi qui s'appelle Evicom, donc Sciences U Lille, et on voit en fait qu'il y a beaucoup aussi d'alternants en fait qui se redirigent aussi vers Paris parce que c'est plus simple de trouver. Il y a beaucoup de postes. À Lille, il y en a aussi, mais forcément c'est moins compétitif aussi. Pour mon cas, j'ai pas encore pu embaucher de développeurs. Cependant, j'ai pu observer. J'ai pu observer le marché et de manière assez globale, je me rends compte qu'on est face à un challenge. On a donc des développeurs qui aujourd'hui ont une reconnaissance sociale de leur métier. 20 ans plus tôt, on n'était pas très fiers de dire qu'on était développeur parce que les gens ne comprenaient pas fondamentalement ce que l'on faisait. Aujourd'hui, il y a une demande. La position des développeurs est devenue incontournable. Il n'y a quasiment plus aucune entreprise de premier plan qui se passe d'eux. Donc c'est à nous, porteurs de projets, entrepreneurs, d'être à la hauteur de ce défi, de leur proposer des défis, parce que je pense que fondamentalement, ce qui anime un développeur, c'est le projet pour lequel il va consacrer des mois, voire des années de sa vie. Et ce projet peut parfois éclipser le salaire. Je ne dis pas qu'ils vont travailler bénévolement, mais en tout cas, si on est sur une véritable problématique, qu'on propose un challenge dont ils pourront être fiers, un peu comme les ouvriers qui ont travaillé à l'édification de la Tour Eiffel, ils ont suivi ce projet parce que justement, il y avait quelque chose qui dépassait le simple salaire et qui dépassait simplement le fait d'avoir un job. Donc ça nous demande à nous d'être beaucoup plus inventifs et de leur expliquer pourquoi ils doivent nous rejoindre et fondamentalement qu'est-ce qu'ils vont construire et qu'est-ce qu'on va construire ensemble. C'est sur ce point-là, c'est la philosophie que je partage. Ok, merci comment dire, à vous 3. Moi, je voulais aussi revenir sur un petit point, comment dire, pour ce qui est des types de contrats sur le marché lillois. Est-ce que c'est comme sur les autres villes, comment dire, Paris, etc., ou est-ce qu'on va retrouver un certain type de contrat plus donc de type alternance, CDD, CDI, dans le marché de la tech? Je ne sais pas si vous avez des pistes de réponse sur ça, de votre expérience personnelle ou autre. En fait, moi j'ai remarqué forcément il y a l'alternance, hein, c'est un des gros sujets, mais il y a aussi de plus en plus de contrats en freelance. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés. Moi, je le vois beaucoup de personnes qui se lancent et qui sont en freelance parce qu'en fait, il y a une fiscalité intéressante, il y a finalement des jalons, des plafonds qui sont quand même relativement élevés, ce qui fait qu'on peut avoir un salaire, en tout cas en étant à Lille, un salaire plutôt élevé, parce qu'en plus, on va facturer de manière journalière. Donc, il y a aussi ce type de contrat.
La difficulté, c'est que du coup, il faut être son propre commercial. Donc pas évident parce que les développeurs, un développeur, c'est pas, je sais pas s'il y a des développeurs qui sont commerciaux dans la salle. Bon, il y en a un parmi nous, mais c'est pas évident d'être son commercial. Mais pour autant, en fait, ça peut permettre de facilement se démarquer. Et donc ça, c'est quelque chose que je vois assez facilement. Et donc il y a aussi beaucoup de freelance et beaucoup de développeurs qui donnent des cours aujourd'hui à côté. Je le vois aujourd'hui en étant au sein de l'école. Ça permet de faire rentrer un petit peu d'argent, donc ils le font à côté. Il y en a qui sont aussi 100% freelance, qui donnent des cours et en plus on prenne des missions. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récurrent. C'est un type de contrat auquel on ne pose pas forcément, mais qui marche vraiment bien. En tout cas ici, moi je le vois vraiment beaucoup à Lille. Moi, personnellement, je ne suis pas hyper fan du freelance. Je sais que ça fonctionne, je sais qu'il y a des gens très très compétents, mais en fait, la raison pour laquelle je ne suis pas fan, c'est que je suis très très attaché à l'idée d'avoir une ambiance d'équipe. Et je trouve qu'en fait, les personnes qui travaillent en freelance, c'est un petit peu plus difficile de les intégrer et de les fédérer autour du même projet que les autres, en fait. Mais après, bon, pour certains cas très spécifiques, ça s'y prête. Par contre, on parlait de l'alternance tout à l'heure, et là, pour le coup, je suis vraiment fan. J'ai découvert ça il y a à peu près 1 an et demi. Et en fait, c'est canon, quoi, parce qu'on a des étudiants qui ont envie d'apprendre, qui demandent que ça, d'être accompagnés en fait par des ingés un petit peu plus expérimentés. Et puis en fait, au fil du temps, ils apprennent aussi à évoluer dans une entreprise. Et en fait, pour l'instant, à chaque fois, ça s'est transformé en CDI derrière, parce que voilà, on a un étudiant qu'on a participé à former, qu'on a aidé à devenir ingénieur. Et je trouve que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Donc moi, je suis plutôt à encourager ce genre de dispositif. Je partage totalement ton point de vue pour l'alternance. Je n'ai pas encore eu la possibilité pour le moment d'avoir des alternants, mais j'ai pu l'observer tout au long de ma carrière. Et je trouve que c'est une très bonne dynamique, justement, pour intégrer une personne et fédérer autour d'un projet. Donc je partage également ton point de vue vis-à-vis des freelances, qui peuvent être une aide ponctuelle, très spécifique pour moi, mais ce qui va fondamentalement être un projet, c'est un collectif. Donc il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent vraiment et qui portent ce projet sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et un freelance n'a pas de skin in the game, en fait. On est un projet parmi tant d'autres. Là où des ingénieurs qui viendront compléter une famille, un collectif, un groupe, seront plus à même, en fait, de pouvoir délivrer et de pouvoir avoir la flexibilité et l'agilité qui est nécessaire pour toute start-up. Pour dire, c'est vrai que sur l'aspect, je suis d'accord avec la dynamique. Il y a un côté, c'est vrai que c'est difficile. Je le vis aussi, parce que je suis consultant pour l'école, donc je suis freelance pour l'école. Et donc forcément, il y a une dynamique où nous, on est présent moins de temps, parce que forcément, je suis entrepreneur et donc j'ai ma mission les 80% du temps et 20% de mon temps, je l'alloue à l'école. Maintenant, voilà, ça dépend, c'est la responsabilité de l'école, de l'école de l'employeur, en tout cas de faire en sorte d'arriver avec le rythme qui est décidé, d'intégrer ces personnes. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne recette, un peu recette miracle. Chacun fait comme il peut et arrive. Nous, en tout cas, voilà, ça passe par des événements collectifs, ça passe par du temps de présence obligatoire à des jours spécifiques. Voilà, ça passe par plein de choses, des rituels, évidemment, comme en tech, des rituels. Voilà. Et après, pour revenir sur l'aspect alternant, mais c'est vrai que on parlait tout à l'heure de la difficulté de trouver alternant. Moi, aujourd'hui, je cherche des alternants et j'ai du mal à en trouver. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'à la fois on est une étape dans la boîte où on est un peu jeune, donc il faut quand même un niveau de compétence parce que moi j'ai pas du temps, voilà. Donc si vous avez des choses où il faut juste avoir du temps, je sais pas si je sais pas si tu as un avis, si vous avez un avis par rapport à ça. Mais c'est vrai que moi je remarque cette difficulté moi d'accompagner. Enfin, c'est difficile de se dire il faut que je trouve une personne qui soit suffisamment autonome, parce que si elle n'est pas assez autonome, ça veut dire qu'en effet, l'alternance fait que je dois former, on doit passer du temps à former la personne. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Hein. C'est une erreur de penser que quand on accueille un alternant, on accueille un ingénieur formé. C'est pas le cas. Donc oui, il faut allouer du temps, c'est certain. Après, ça fait aussi partie de l'apprentissage de chercher, quoi. Donc ça c'est quelque chose qu'on met aussi au clair dès le début. On cherche des profils qui vont être curieux, qui vont avoir envie d'apprendre vite, mais aussi qui vont avoir envie d'avoir un impact sur l'entreprise et ce que l'entreprise propose à ses clients. Et je pense qu'en fait c'est ça nous surtout qu'on essaie de déceler. On va chercher des profils qui veulent voir leur code
servir à quelque chose à la fin. Et en fait, en général, c'est des gens qui sont aussi prêts à chercher et prêts à se former beaucoup par eux-mêmes. Donc après, oui, c'est certain, il ne faut pas les laisser galérer tout seuls pendant une semaine sur un truc qui bloque. Mais en général, je trouve qu'en allouant quelques petits slots de temps un peu partout dans la semaine, on y arrive. C'est bon, j'ai mon micro maintenant. Écoutez, parfait. Je pense qu'on a fait, du coup le tour sur le marché de la tech. Maintenant, est-ce qu'on pourrait parler en fait de l'entrepreneuriat à Lille, de comment ça se passe, la différence qu'il peut y avoir sur les autres villes. Je sais que Wilson, tu parlais des personnes qui étaient plus directes à Lille que pouvaient être les personnes sur Paris. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça ? Alors, pour l'expérience que j'ai eue en 3-4 mois d'interaction avec des prospects, c'est déjà une rapidité de prise de décision, ce qui m'a fortement plu, et également le fait que les entreprises ont le goût du risque, un goût du risque qu'on ne retrouve que chez les startups, notamment à Paris. Là, on a des TPE, des PME, quand on leur parle d'intelligence artificielle, qui disent « pourquoi pas, ça m'intéresse ». Et quand on est reçu en rendez-vous, on a une personne qui a étudié notre offre, on a une personne qui peut nous dire à la fin du rendez-vous si on va pouvoir poursuivre ou non. Il y a également une appétence pour la nouveauté et c'est les mots de l'un de mes prospects. Il m'a indiqué que en province, on est challenger par rapport à Paris. Donc il y a cette envie de montrer à Paris que la province a du répondant. Alors qu'à Paris, il y a cette position de winner et donc cette aversion de la perte. Donc on essaye d'étaler le risque, on essaie de le minimiser et ça impacte également, par exemple, le recrutement où on doit échanger avec 4, 5, 6 interlocuteurs différents avant de recevoir simplement une proposition à 25 000 euros par an. Là où à Lille, les processus sont beaucoup plus rapides et je pense que pour une entreprise qui démarre, c'est bien plus simple. Alors, moi, pour ma part, en fait, ce que j'ai particulièrement apprécié dans le fait de monter ma boîte à Lille, c'est que j'ai été super bien accompagné au début, notamment par la structure dans laquelle on se trouve là. Euratech, c'est quand même une sacrée organisation. Je pense que c'est 260 entreprises au total, avec des programmes d'incubation qui sont gratuits, ce qui est quand même pas courant. Et puis, voilà, des gens dont le métier, c'est de simplement nous accueillir dans leur bureau pour répondre à nos questions quand on est entrepreneur et qu'on ne sait pas trop comment ça se passe. C'est sûr que ça aide. Donc ça, ça m'a vraiment aidé. Et je pense qu'à Paris, alors il y a aussi des initiatives comme ça à Paris, comme par exemple la station F, mais c'est un petit peu plus select, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'y rentrer. Ou alors il y a plus de monde, donc les gens ne sont pas forcément aussi disponibles. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié à Lille. Après, pour parler plus de Lille, il y a un secteur en particulier dans lequel on est assez fort à Lille, c'est le retail, parce qu'on a des champions mondiaux comme toutes les boîtes du groupe Mullier, les Auchan, Decathlon, Leroy Merlin et compagnie, font qu'en fait, les startups qui vont essayer d'évoluer dans l'écosystème retail vont être limite plus avantagées en le faisant à Lille qu'en le faisant à Paris ou dans d'autres villes. Il y a d'autres villes en France, par exemple Toulouse, c'est l'aéronautique. Nous, c'est le retail. Voilà, donc ça, moi, c'est aussi quelque chose qui m'a aidé personnellement. C'est vrai que, en fait, moi, des choses que je voulais dire, c'est que quand on monte une boîte à Lille, on est finalement peu nombreux. C'est un écosystème vite, on va connaître les gens. Très rapidement, en fait, on connaît tout le monde. On a un an d'écart peut-être d'entrepreneuriat, ce qui fait qu'on ne s'est pas rencontrés là, mais rapidement, en fait, puis on se rencontre à un événement, mais rapidement, on va rencontrer l'écosystème parce que c'est pas un écosystème qui est si grand que ça. Alors, je sais pas s'il y en a qui veulent monter une boîte ici, mais en tout cas. À Lille, c'est vraiment un truc comparé à Paris. Enfin, des gros écosystèmes ici, il y en a. Il commence à en avoir d'autres incubateurs, mais bon, il y a celui-ci qui est le plus grand. Il y a à Tourcoing, Roubaix-Tourcoing, la Pleine Image, notre type d'incubateur. Il y a l'incubateur évident à Lille. Enfin, il y a plusieurs initiatives, mais finalement, ça reste peu nombreux. Là où à Paris, en fait, on va vite se trouver noyé dans un bassin de possibilités, parce que tout le monde monte sa boîte à Paris. Donc ça, c'est vraiment un des gros avantages, ce qui fait qu'en fait, derrière, l'accompagnement, il est vraiment spécifique à chacun des projets. Et c'est vrai que quand on débute et qu'on ne sait pas comment monter une boîte, ça permet vraiment de structurer sa pensée et de bien cerner sa problématique et quelle problématique on résout pour ses clients. Voilà.
Moi, j'ai juste une petite question pour le public, pour ma curiosité personnelle. Comme ça, à main levée, il y aurait à peu près, qui serait plutôt attiré par les startups et qui serait plutôt pas attiré par les startups. Donc attiré par les startups, ouais, à peu près un deux tiers à peu près. Ok. Et donc les autres plutôt pas attirés par les startups, c'est ça? Ouais. Une personne là-bas vraiment startup, non? Ok. Non mais ça marche. Ok. Merci beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui vous attire? C'est startup, c'est rejoindre une startup ou c'est monter une startup? Ou les deux? C'est rien qui va répondre. Rejoindre. Ce qui est bien dans une startup, c'est qu'on va vite monter en compétence sur plusieurs domaines. Alors que quand on est dans une grosse entreprise, donc par essence, on travaille sur un seul domaine et puis pendant des années, on stagne un petit peu dessus. Enfin, peut-être qu'on va progresser dessus, mais sur un seul domaine. Là où la startup va offrir beaucoup plus de possibilités. Et puis, il y a aussi la dimension humaine qu'on retrouve souvent dans les startups. On retrouve malheureusement plus dans certaines, même la plupart des grosses boîtes. Donc, c'est un peu ça aussi qui va jouer. Complètement d'accord. C'est intéressant, merci. D'autres retours peut-être, c'est super intéressant. Ouais. Ouais. Ok. Full stack, mais plus. Mais la partie tout ce qui est cloud, tout ça, je connais un peu. Ok. C'est plus cette partie-là où je pêche pas. Où je pêche un peu plus, mais après, après c'est forcément une start-up dans le retail. Pour innover avec ici, quoi. Moi, j'ai une réaction par rapport à ce que tu dis, c'est de dire et c'est hyper intéressant, de dire, je ne sais pas si je suis prêt, et je ne sais pas si tu dois réagir à ça, mais moi, ce que ça veut dire, c'est en fait, tu ne seras jamais prêt. Tu ne seras jamais prêt à ce qui t'attend, parce qu'en fait, la montagne, il y a l'aspect technique, évidemment, c'est une partie de la montagne. Justement, je suis tech, donc en fait, j'envisage plutôt le poste en tant que CTO qu'en tant que CEO. Donc en fait, moi, la partie CIO, il faudrait forcément que je trouve quelqu'un qui vienne m'épauler. Et puis de toute façon, lancer la start-up tout seul, c'est hors de question. Je dis ça à ma femme elle me... Enfin, j'en parle assez souvent et ma femme me dit c'est pas le moment, mais moi j'aimerais bien me lancer. De toute façon, je fais un bilan de compétences en ce moment et il ressort ça, donc voilà. Alors, il y a deux choses. Donc, sur le fait de ne pas vouloir monter sa boîte tout seul, je trouve que c'est plutôt sage. J'ai de mémoire une petite stat qu'il faudra fact-checker, mais il me semble que c'est 70% des boîtes qui dépassent les 18 mois ont plus d'un fondateur. Donc ça, c'est plutôt une bonne résolution. Par contre, sur le fait de vouloir créer une boîte en tant que tech, en fait, il faut bien se rendre compte que tu sais développer, c'est un énorme avantage par rapport à beaucoup de gens qui montent une boîte. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui créent une boîte, qui font un PowerPoint et qui vont chercher du financement avec leur PowerPoint. Et il y en a vraiment énormément, on ne s'en rend pas compte, mais c'est hyper courant. Alors qu'en fait, sachant développer, tu ne vas pas te limiter à un PowerPoint, tu vas pouvoir faire un prototype, tu vas pouvoir mettre quelque chose en ligne. Je veux que mon prototype Figma, il marche. Voilà, c'est ça. Même si c'est un prototype Figma, rien que ça, c'est déjà beaucoup mieux qu'en général juste une belle idée. Et ça, en fait, moi personnellement, en tant que CEO qui est tech aussi, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir assez vite, en fait. C'est le fait de pouvoir aller en rendez-vous client avec quelque chose qui est déjà live, avec une techno où tu arrives à créer le petit effet waouh, tu sais. En fait, ça fait vraiment la différence. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas ça. Ouais, j'ai pas envie de me retrouver devant le client qui me dit « Ah, c'est bon, c'est en prod demain. » Non. Ça, c'est un autre... En fait, quand il te dit ça, c'est un bon problème à avoir parce que ça veut dire qu'il veut ton truc. Donc, c'est un autre... Qui veut mon truc. Qui veut acheter, quoi. Qui veut acheter ce que tu as fait. Ouais. Donc, c'est plutôt... C'était déjà l'étape 2. C'est pas mal. Ouais. Après, si tu hésites en tout cas pour t'associer, je pense qu'ici, tu es dans le bon écosystème. Parce qu'il y a, pour le coup, moi, régulièrement, je vois des copains entrepreneurs qui me disent ah, tu connais pas quelqu'un de tech qui pourrait nous rejoindre, qui serait prêt. Enfin, c'est hyper courant. Donc, en tout cas, si tu veux franchir la première marche, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes qui cherchent un CTO. Parce qu'il y en a pas mal. D'ailleurs, petite astuce, si tu regardes sur LinkedIn, il y a pas mal de cofondateurs qui recherchent des CTO. Nous-mêmes, on recherche un CTO.
Et petit placement pub. Mais oui, non, c'est génial. De toute façon, aujourd'hui, une entreprise tech sans CTO, c'est juste pas possible. Autant vendre une voiture sans moteur, ça n'a pas de sens. Donc, et je reprends également le point de César qui indique qu'il y a énormément de boîtes qui se présentent sans CTO et juste un PowerPoint. Dis-toi qu'elles feront partie des 99% de boîtes qui ne survivront pas au bout de 18 mois, alors que toi, tu peux produire quelque chose. Quelque chose qui ressemble à rien, mais qui fonctionne et qui répond à un besoin. Et fondamentalement, une boîte n'existe que parce qu'elle répond aux besoins d'une autre boîte, ce qui va justifier la transaction et ce qui va faire croître ta boîte. Une boîte qui a une très belle idée, de magnifiques slides, ne répond à aucun besoin. Donc ça, c'est ton énorme avantage stratégique. Très bien, bah, écoutez, parfait pour cet interlude entrepreneur. Oui. Il y en a d'autres qui se posent la question d'entreprendre ou pas du tout? Ouais. Déjà, je vous remercie tous les trois pour vos interventions. À chaque fois, les points de vue sont différents et c'est intéressant. Moi, je suis en charge des relations entreprises pour des écoles sur l'île, notamment d'ingénierie informatique. Les psy, peut-être que ça vous parle un petit peu. Et moi, j'ai une question qui va mélanger les deux dernières thématiques, du coup les startups et l'alternance. Comment est-ce que vous faites pour rassurer justement et pour attirer les jeunes à faire de l'alternance chez vous? Parce que je sais qu'il y a un manque de temps, parfois un manque de moyens. Et justement, comment est-ce que vous faites pour les attirer chez vous et pour les rassurer? En fait, moi personnellement, c'est pas moi qui les rassure. Je leur fais rencontrer l'équipe très très rapidement. Et en fait, ils voient qu'ils vont pas être tout seuls. Ils voient qu'ils vont être accompagnés par des gens qui étaient à leur place il y a quelques années et qui demandent que ça, en fait, que de les aider à apprendre et les faire contribuer au projet. Et en fait, souvent, c'est le fait de les inclure dès le début, dès le process de recrutement dans l'équipe, qui est hyper rassurant. Ils se sentent accueillis, en fait, tout simplement. C'est vrai que on n'a pas non plus de recette miracle. Alors nous, on a accueilli, au sein de Nagoma, beaucoup d'alternants. Après, au sein de ma boîte, on a accueilli 2 alternants, un qui faisait de la communication et un qui fait tout ce qui est UX design. Donc, je cherche toujours un développeur, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je fais ma pub aussi. Mais du coup, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'a pas eu de mal, en tout cas, à avoir des candidats. Étonnamment, on n'a pas eu trop de mal. Je pense qu'il y a une question pour les gens, nous, Nobail, on a un sujet central qui est l'environnement, les changements climatiques, en fait, c'est ça aujourd'hui. Donc, ce qui fait que les jeunes générations sont très sensibles à pourquoi, en fait, vous faites les choses, beaucoup plus que peut-être les plus anciennes. Et du coup, naturellement, on voit que les candidats affluent de manière raisonnable, mais en tout cas, on voit qu'on a facilement des candidatures. Après, ce qu'ils choisissent pas finalement d'aller dans une boîte plus implantée, ça arrive. Mais en tout cas, le dernier candidat, il a hésité entre Decathlon et nous. Il a choisi nous. Bon, voilà. Donc, c'est pour dire que ça lui parlait. C'est que vous avez su le rassurer. C'est qu'on a su rassurer, oui. Mais notamment par la cause qu'on défendait, je pense, aussi par l'équipe, et que c'était deux personnes dynamiques qui avaient monté ça, et qui croyaient en leur projet. Et qui avait aussi, ça rejoint un petit peu ce que tu dis tout à l'heure, qu'en fait, il y avait plein de choses qu'il pouvait faire et ce qu'il apportait, ça avait vraiment une valeur directe. Donc, quand il allait produire quelque chose, c'était demain ce qui était mis en place. Là, il est en train de faire la maquette, on est en train de la mettre je suis en train de la développer, en fait. Donc, tout de suite, c'est hyper concret. Là où, dans un grand groupe, ça serait beaucoup plus long. Donc, je pense que c'est comme ça aussi qu'on les rassure, par intégration et aussi par l'émission, en fait, aussi. Bonjour à tous, bonsoir autant pour moi et merci aux intervenants. Moi j'ai une question en fait relative au financement des projets. Quand vous montez sa boîte à Lille, la station F, moi je l'ai visitée à plusieurs reprises à Paris. Ici je suis jamais arrivé dans ces locaux. Juste pour savoir en fait, c'est plus facile de trouver le financement à Lille ou à Paris pour son projet. Moi, je n'ai pas encore trouvé de financement, mais en tout cas, il y a plein d'institutions aujourd'hui qui permettent d'avoir des subventions. Il y a plein d'appels à projets, notamment la MEL, en fonction de différents. Il y a plein de projets, notamment tous les aspects écologiques évidemment, la mobilité douce. Celui-là, en fait, il y a régulièrement tous les 6 mois des appels à projets qui permettent d'avoir des subventions. Alors, c'est pas grand-chose.
Après, quand vous lancez votre boîte, il y a le FRI. Le FRI, je ne sais pas si vous en avez bénéficié, qui permet d'aller chercher, c'est jusqu'à 15, je sais plus, 15 000, 30 000, 15 000, pour 15 000 euros, qui permet de financer le développement ou ça peut être de la communication. Voilà. Financer une partie avant création. Et après, une fois, en fait, il y a des aides avant création, des aides après création. Voilà, donc ça, c'est les parties aides. Et après, il y a plein de mécanismes de levier qu'on peut aller chercher, notamment quand on fait, si on a déjà du capital, pouvoir faire des effets de levier. On dit souvent que le BPI met 1 pour 1, donc c'est-à-dire que vous avez 30 000 euros, il met 30 000 euros. En général, on essaie de déclencher BPI quand on a pas mal d'argent pour aller chercher le plus gros levier. Voilà. Après, sur l'aspect levée de fonds, je n'ai pas encore fait de levée de fonds ici. Je pense qu'en effet, il y a des écosystèmes qui sont plus favorables. Je pense qu'à Paris, il y a tellement de monde que c'est aussi... il y a plus de gens à aller voir, mais après, vous êtes aussi noyé dans la masse, encore une fois. Donc, voilà. Et puis, il y a un gros écosystème avec l'écosystème Mullier aujourd'hui qui investit aussi beaucoup dans les startups. Ils ont d'ailleurs investi ici, puisqu'ils ont investi dans Ratech, le fonds Mullier. Donc, ils investissent dans les startups aussi. Merci. Alors, juste pour compléter, en fait, pour moi, ça dépend de quoi on parle. Si on parle du financement d'amorçage, c'est-à-dire les premiers financements en fait, qui vont aider à mettre le pied à l'étrier, pour moi, c'est plus facile en région qu'à Paris. Parce qu'il y a certaines structures qu'on appelle des pôles de compétitivité qui ne sont pas disponibles à Paris et qui sont disponibles seulement en région et qui permettent en fait, d'avoir accès à des fonds européens ou autres qu'on ne peut pas avoir si on est dans la capitale. Alors, en revanche, quand on parle des financements type VC, enfin des levées de fonds, là pour le coup, il n'y a pas photo, c'est vraiment beaucoup plus facile à Paris. Quand on va voir les fonds parisiens en étant une start-up lilloise, pas toujours, mais dans certains cas, on va être parfois regardé un petit peu de haut, ou en tout cas, on aura moins de rendez-vous. Bon, voilà, il faut le savoir. Tu veux dire quelque chose ? Non. Oui. Je ne sais pas si ça sera très pertinent, mais Bernard Arnault est originaire de la région, donc tentez votre chance. Accessoirement, c'est le deuxième homme le plus riche du monde, donc tentez votre chance. Je crois qu'il y avait une question, ouais. Moi, c'est plutôt pour rebondir sur ce qui a été dit pour les alternants. Du coup, moi, je suis en M2, je suis en dernière année d'alternance. Et je ne suis pas dans une start-up, je suis dans une PME, mais je remarque que beaucoup dans ma classe, parmi les étudiants, au final, dans une start-up, on a vraiment, ou dans une petite équipe, on a vraiment l'impression de faire partie de l'équipe, d'être un membre à part entière. On a l'impression que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Et je vois beaucoup de mes étudiants, des autres étudiants de la classe qui sont dans des grands groupes. C'est très codifié, c'est très strict. Et ils n'ont pas forcément l'impression que leur travail fait autant partie de l'équipe comme on peut le faire quand on est dans un plus petit groupe, dans une plus petite équipe. Ouais, on peut être que d'accord. Je pense que depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on tourne autour de ce sujet-là, et c'est vrai que, ouais, totalement d'accord. Nous, perso, on fait aucune différence en fait entre un alternant et un CDI. Allez, on va dire il y a peut-être une petite différence dans les attentes. Évidemment, un étudiant, on ne va pas lui demander d'être aussi rapide qu'un développeur de 5 ans d'expérience. Mais sinon, en termes de statut ou de place dans l'équipe, ils ont leur voix au chapitre comme n'importe quel autre ingénieur. Ils peuvent prendre des décisions. Donc, c'est vraiment super important en fait pour moi qu'ils se sentent intégrés comme un membre à part entière de l'équipe. Et ça, je le revois vraiment dans les gens dans ma classe qui sont dans des petites équipes, dans des startups, des PME. Par contre, je vois que beaucoup de ceux qui sont dans les grands groupes, ils n'ont pas forcément leur mot à dire. Et je remarque qu'ils sont un peu jaloux. Tant mieux pour nous. Je leur dis que je suis invitée au repas de Noël, je peux les voir, ils sont verts. Eh bien, très bien, parfait. On va pouvoir enchaîner avec un autre sujet qui vous concerne pour la plupart, c'est le sujet de la formation à Lille. Il y a notamment un secteur qui est assez poussé ici, c'est le secteur de la deep tech. Je crois que c'est toi, Wilson, qui m'en parlait. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus Alors, vu que l'entreprise AMI évolue notamment dans la deep tech, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un focus sur ce sujet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme vivier déjà de techniciens de très haut niveau, de scientifiques, de mathématiciens de haut niveau, et un focus notamment deep tech au sein même d'Aura Technologies qui héberge en son sein l'INRIA. L'INRIA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur donc public
qui est un laboratoire de recherche très pointu qui va répondre sur différentes problématiques, notamment liées à l'intelligence artificielle. Et donc pour moi, c'est un immense atout pour toute entreprise qui souhaite investir du temps et des capitaux sur ce type de thématique, d'avoir donc l'INRIA dans Euratechnologies, mais également d'avoir ce grand cluster d'universités, de grandes écoles, de pôles de recherche avancés sur ce sujet-là. Donc pour moi, c'est un énorme avantage d'être positionné à Lille pour ce type de thématique, pour notamment les rencontres académiques. Je me suis également rendu compte, durant mes études, où j'avais le plaisir et le privilège d'être invité au pôle de Saclay, où on trouve notamment Polytechnique, qu'il y avait une attente de la part des scientifiques, quand ils deviennent salariés, d'avoir encore un lien avec le monde académique. Et ce lien ne leur est pas trop permis, parce que pas mal d'entreprises, surtout certaines startups, voient les data scientists, les mathématiciens, les physiciens comme des salariés à part entière. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je considère que ce sont des chercheurs à vie. Ce sont des personnes qui ont constamment besoin d'être connectées avec ce qui se fait, avec les publications. Donc, ce sont des personnes qui doivent lire des publications, ce sont des personnes qui doivent publier, ce sont des personnes qui doivent garder ce lien précieux avec l'académie parce qu'elles sont au sein de l'académie ambassadrices de la société pour laquelle elles collaborent, mais elles sont aussi capables de pouvoir trouver des solutions de manière collégiale avec des confrères à des problématiques notamment sur lesquelles l'entreprise essaye de trouver une solution, notamment par exemple sur un modèle, sur un algorithme ou autre. Donc avoir justement toute cette émulation dans la région, je trouve que c'est un immense atout. Je ne sais pas, peut-être que tu pourras me répondre à ça, mais il me semble que l'INRIA aussi finance une partie c'est-à-dire qu'ils financent jusqu'à 2 salaires pendant un temps donné, je crois. Il me semble que c'est 6 mois. Je ne sais pas si tu as... Oui, également, parce que quand une start-up peut devenir et être labellisée jeune entreprise innovante, donc considérée comme une entreprise type deep tech, les salaires des chercheurs et des doctorants peuvent être subventionnés par l'INRIA, mais également par l'État, sur une période entre 1 à 2 années. On est actuellement candidat à ce label, qu'on espère bientôt recevoir, et c'est ce que nous a permis, par exemple, de sécuriser l'intérêt de 2 doctorants-chercheurs qui aident la société AMI depuis plus de 6 mois. Notamment, c'est sur eux que la société se repose, sur sa pertinence et sa légitimité scientifique. Donc ils sont là pour construire ce qu'on va considérer notre board scientifique, pour s'assurer qu'on est toujours dans le vrai et qu'on construit quelque chose de faisable, tout simplement, et de pertinent. Et donc, je considère aussi que c'est un atout, même en dehors même de l'île, d'avoir un pays comme la France qui nous permet justement d'avoir la possibilité d'employer des chercheurs et de subventionner cela. C'est un immense atout. Je ne sais pas si vous aviez, je sais que toi, Wael, du coup, tu es en freelance pour une école. Si vous aviez d'autres points sur la formation tech, dans la région lilloise à aborder. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants ici, mais globalement, les écoles, pour travailler dans la tech, globalement, c'est les écoles d'ingénieurs ou les masters spécialisés en informatique. Après, il y a plusieurs formats, soit intégrés, soit alternants. C'est un peu le classique. Là, on a, je pense, ici plutôt une préférence pour l'alternance, parce qu'en fait, on met les mains dans le code dès le début. Et après, il y a aussi une grosse différence, parce qu'il y a une partie où c'est des personnes qui, notamment les écoles d'ingénieurs, je ne sais pas si toi, Lycène, tu avais codé avant les 2 premières années de prépa, mais je pense que tu codes très peu. Voilà, donc on attend 2 ans avant de réellement commander à coder. Donc ça aussi, ça dépend. Il y a des études qui sont entre le master et le bachelor. Il y a des études qui sont beaucoup plus courtes, qui permettent directement d'aller au métier aussi. Voilà, donc ça dépend dans les décisions. Voilà, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants aujourd'hui, ou en tout cas d'étudiants qui vont commencer leurs études. Je pense que c'est plutôt des gens qui sont en phase de terminer que des gens qui ont débuté. Mais voilà, petit tour de ce que j'ai pu observer, en tout cas sur le marché ici. Ouais, en fait, je pense qu'il y a
plein de formations différentes. Et le fait d'être très très attaché au diplôme dans le process de recrutement, c'est une spécificité française qui est en train de disparaître, je trouve, en fait, de plus en plus. Ouais, surtout dans la tech. En fait, bon, après, je vais pas dire qu'on regarde pas du tout parce que ce serait pas vrai, mais par contre, je trouve qu'on va être plus attentif au fait à la capacité de raisonnement scientifique, en fait, à la capacité d'analyser un problème, de proposer une solution, de la verbaliser et d'être capable de résoudre le problème. Enfin, et je pense que, en fait, cette capacité de raisonnement scientifique, elle est peut-être plus développée quand on a fait une école d'ingénieur, mais il y a des tas de personnes en fait qui n'ont pas fait d'école d'ingénieur et qui l'ont. En fait, parce que c'est dans leur personnalité ou parce qu'ils sont intéressés à l'informatique depuis plus longtemps. Donc c'est pour ça que je pense qu'en fait, même s'il y a pas mal d'écoles d'ingénieurs à Lille qui sont très bien, il ne faut pas se limiter juste au parcours classique, bac plus 5, et s'arrêter là. Ok, super, merci beaucoup. Et puis ça nous fait une super transition du coup pour les différents profils qu'on peut retrouver sur le marché lillois. Je sais que toi, Well, tu m'avais parlé des différents profils que tu avais rencontrés. Donc je ne sais pas si tu peux... En fait, c'était lié à une anecdote, en fait, parce que du coup lié à l'école, en fait. Mais ça, c'était plutôt pour des gens qui sont en poste. Souvent, alors, on avait rigolé parce qu'il y a beaucoup des personnes qui se présentent, et notamment qui arrivent à Lille, qui se survendent avec des prétentions salariales un peu trop élevées. Et en fait, ça devient rigolo parce qu'on est sur un marché où on est pénurique, mais à la fois, en même temps, des fois, on a presque du mal à dire, mais en fait, le salaire que tu proposes, il est mirobolant. Et donc, c'était venu d'un intervenant qui est prof au sein de l'école et qui me disait, mais en fait, là, j'ai des gens qui viennent et qui m'annoncent des salaires, mais je ne peux pas suivre, en fait. Et c'était rigolo de se dire, mais on en arrive à ce point-là, quoi, des différences entre tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai, on voit parfois des cas un peu particuliers. Après, bon, je pense que déjà, quel que soit le niveau de salaire, si jamais c'est la seule chose qui intéresse la personne, ça va pas coller. Ça veut pas dire qu'on essaie de baisser les prix, au contraire, je pense qu'on est plutôt au-dessus de la fourchette. Mais en fait, la question ne doit pas se poser tout de suite. Nous, on recherche surtout des gens curieux, des gens humbles, qui ont envie de participer à un projet qui leur parle. Je crois que ça, c'est le plus important. Et après, en fait, sur le salaire, tous les gens qu'on a recrutés dans l'équipe, il n'y a même pas eu besoin de négocier parce qu'on a toujours proposé au moins ce qui était demandé, voire plus. Donc, mais par contre, c'est vrai que on a régulièrement en fait des gens qui postulent en demandant du full remote inconditionnel avec plus de 100 cas. Mais voilà, c'est pas très compliqué de leur expliquer ça va pas matcher en fait. C'est pas une question de prix, c'est une question de posture, je pense. J'aurais une question pour vous. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes sensible à la notion du partage des equity ? Les equity, c'est donc des parts de l'entreprise. Est-ce que pour vous, c'est intéressant d'être également motivé sur ce point-là quand vous rejoignez une entreprise ? Pour moi, ça va être un bonus que je vais prendre en compte, mais qui ne va pas forcément pouvoir complètement faire lieu d'un salaire à la base, parce que les equity, c'est bien sur le long terme, mais il faut aussi penser au court terme à un moment. Je ne dis pas mais je pense que c'est tu ne seras vraiment pas payé. quelque chose, un atout, et je le vois aussi que beaucoup ont réfléchi et prendre des postes qui sont moins bien payés dans le raisonnable, parce que ça va être intéressant sur le long terme et ça va être un investissement en fait. D'accord, je reprécise, c'est en complément d'un salaire, bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Monsieur. Bonsoir à tous. Pour répondre à la question de Wilson, moi personnellement, c'est quelque chose qui peut faire pencher la balance si je suis en réflexion entre deux postes, par exemple. Je fais partie de ces personnes-là qui sont particulièrement intéressées par les sujets de start-up parce que, moi, je vois une start-up comme un bébé. On arrive et on la voit grandir et on l'éduque tous ensemble pour que ce soit un homme aguerri après. Donc, malheureusement, beaucoup de start-up ne font pas toujours cette proposition, de ce que je sais.
mais personnellement, c'est quelque chose qui peut faire pencher la balance considérablement. Voilà. D'accord. Monsieur avait une question. Bonsoir. Alors moi personnellement pour une start-up j'aurais préféré plus des equity que mon salaire, sauf si forcément si je suis en galère. Non, parce que du coup une start-up ne pourrait qu'augmenter en termes de valeur. Et la possibilité que ça gagne beaucoup en valeur, elle est présente. Et que du coup, face à la valeur qui était donnée au début, ça allait augmenter. Alors, j'ai posé cette question parce que je considère... Ça, oui, par rapport à où il se cachait. Donc, pour rebondir en fait sur votre question, je vais parler de mon propre cas. Okay. Moi, je travaille en fait pour une entreprise à Paris, full remote. Et récemment, en fait, j'ai cherché un nouveau challenge. Pour travailler à côté, je vais dire ça comme ça. Et comme par magie, quelqu'un est arrivé dans ma boîte mail. Non, pas dans ma boîte, mais plutôt sur LinkedIn. Il m'a proposé une mission freelance, courte durée. J'ai accepté, mais quand on discutait ensemble, en fait, il avait... à l'heure actuelle, on travaille en fait, sur un projet qui porte depuis la Chine, je pense. Il est en France aujourd'hui. Et là, il voulait me payer en fait, sur le côté. Et là, moi, je lui ai proposé, c'est pas possible en fait, de me donner part en fait, de l'entreprise. Il a dit, ça tombe bien. Parce que je cherchais en fait, un autre moyen de paiement, parce que sur le coup, je n'ai pas de cash. Il m'a dit, si tu veux te payer en NFT, un truc comme ça. Il m'a aussi également proposé cela. Donc, il a dit, OK, allons là-dessus. Ce sont les choses qui me parlent aussi. Moi, ce sont les choses que j'aime bien. Mais à côté, je dois avoir mon argent. Donc, quand je dois avoir mon argent, c'est un truc que je prends en supplément, en complément. Même dans la boîte où je suis à l'heure actuelle, avant ça, dans l'ancienne boîte où j'étais, c'était la même chose. J'avais un salaire de base et à côté, j'avais également la même chose. Donc, comme on a dit, ce sont les choses qui font également qui font pencher en fait, la balance dans des entreprises. C'est toujours dans les startups. Curieusement, on fait dans les grosses entreprises où également j'ai travaillé autrefois, c'est pas pareil. Donc, dans les grosses entreprises, tu as ton salaire, tu fermes ta bouche. Donc, c'est un peu ça. Absolument. Pourquoi j'ai posé cette question? Ce n'est pas innocent. Je considère qu'il y a une différence fondamentale entre une start-up et un grand groupe. C'est qu'un grand groupe, c'est une start-up qui a énormément mûri, qui a réussi et qui a grandi. Une start-up, c'est avant tout des femmes et des hommes qui se réunissent, qui prennent des risques et surtout qui sacrifient ce qu'ils ont de plus précieux, le temps. C'est impossible d'allonger la quantité de temps disponible de chacun et de chacune. Et donc, on demande à ces personnes de créer de la valeur pour autrui, de régler un problème pour la société. Ce problème peut avoir un impact sur des milliards de personnes et ce problème sera rémunéré. Donc, cette solution sera rémunérée fortement. Et je considère qu'il est important, quand on est une start-up, de reconnaître non seulement la valeur des équipes via le salaire, mais aussi de leur partager une part de cette récompense. Parce que toute la valorisation qui va se faire, les centaines de millions ou les milliards, c'est la récompense du travail des hommes et des femmes qui ont contribué à cela. Et je considère, en tout cas, ça n'engage que moi, que surtout pour ceux et celles qui vont venir soutenir une entreprise quand elle n'a rien de sexy, quand parfois elle se résume à une pièce et 4 personnes très motivées, de leur partager cette valeur. Certes, ça n'a pas énormément de valeur maintenant, mais si ce travail réussit et si la société récompense cette société, il est juste que les développeurs, les CTO et tous les profils qui ont permis de construire cette solution reçoivent cette part de cette récompense qu'ils méritent également, et pas uniquement les fondateurs ou fondatrices. Donc voilà, ça c'est mon approche philosophique, qui ne concerne que moi, et je considère que fondamentalement, c'est ce qui diffère une start-up d'un grand groupe. C'est la possibilité justement de construire des equity ensemble. Juste rajouter quelque chose, même si je suis d'accord avec le fond de ce que tu présentes, je pense que la bonne approche, c'est celle de mademoiselle. Comment ? Voilà. En fait, effectivement, vous avez dit, je considère que c'est un bonus qui va potentiellement me faire gagner de l'argent, mais peut-être pas. Il faut être extrêmement vigilant, en fait, avec ce mécanisme de part. Vous n'allez jamais avoir un start-upper qui va vous proposer des parts. Enfin, en fait, plutôt, il va vous dire, je vous donne des parts, mais il va vous donner des BSPCE.
pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mécanisme, je vous recommande de regarder sur Internet. C'est des bons de souscription en action, c'est-à-dire qu'il va vous donner le droit d'acheter une action à un certain prix et à un certain moment. Il y a toujours des clauses sur ce mécanisme qui sont honnêtes. Hein. C'est pas forcément pour arnaquer les gens, c'est pas ça. Mais c'est simplement qu'en fait, quand on regarde les stats, la grande majorité des employés à qui on a attribué des BSPCE ne les exercent pas. Parce que tout simplement, soit la boîte n'a pas pris de valeur, du coup s'ils les exerçaient, ça leur ferait perdre de l'argent, ou alors ils sont partis de la boîte avant d'avoir le droit de les exercer, ou alors la boîte a coulé, enfin bref. Donc moi je trouve que c'est un bon mécanisme, mais déjà, premièrement, il n'est pas très connu, donc il faut être extrêmement attentif à bien l'expliquer. Ça veut dire faire des sessions de formation, faire venir un avocat pour expliquer comment ça fonctionne. Et puis ensuite, il faut toujours être hyper clair sur le fait que, pour les employés, ça ne reste qu'un bonus. Il ne faut pas voir ça comme une manière de s'enrichir rapidement et de devenir millionnaire, parce que ça n'arrivera pas. Donc il faut vraiment être hyper attentif à ça. Voilà, ça c'est juste mon petit retour d'expérience perso. C'est vrai que moi, c'est un cas qui m'est arrivé, parce qu'on m'a proposé de rejoindre une boîte, pour devenir CTO d'une boîte à un moment donné, et du coup on proposait des BSPCE. Donc je me suis intéressé à ces BSPCE pour comprendre le mécanisme. Et c'est vrai que il y a toujours un délai, c'est toujours c'est un prix donné. Moi je pense que c'est important quand on rejoint une boîte et qu'on propose des BSPCE en échange d'un salaire, de bien repérer, de mesurer le risque, parce que forcément en fait faut pas venir pour ça. Donc je pense que c'est la bonne démarche, mais de se dire voilà, en effet, quoi qu'il arrive, quand on arrive dans une startup, c'est toujours risqué. On a beau vous dire que non, mais on est la prochaine licorne, et il y a toujours un risque. Et donc du coup, de valoriser ces risques en disant ok, c'est autant de BSPCE, ça représente autant aujourd'hui parce qu'on va les payer à un prix fixe, mais potentiellement les personnes avec qui je suis en contact m'annoncent que la valorisation sera autant, on sera peut-être 20% voire 50% de moins, mais peut-être que ça vaut quand même le coup. Donc il faut toujours mesurer ce risque. Donc quand on te propose de rejoindre, donc de prendre des parts, voilà, toi tu as passé un temps donné, donc tu as dépensé ton temps, la seule ressource que tu as aujourd'hui, et tu l'as échangé contre du coup des parts, et ces parts qui valent quoi, c'est toi seul qui peux déterminer ça en adéquation avec la personne avec qui tu as travaillé, et du coup te dire est-ce que ça valait vraiment le coup, est-ce que finalement je préfère quand même être payé au ras des pâquerettes et juste empocher l'argent maintenant parce que le risque il est trop grand. Voilà, je pense qu'il y a je remets en relation entre ces deux éléments, quoi. Écoutez, le temps file et on arrive à la fin en fait de la table ronde. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si... Bonjour, bonsoir plutôt. Merci pour cette table ronde, on apprend pas mal de choses. Moi j'avais une question en fait par rapport à ce que vous avez dit il y a un petit moment sur le recrutement, l'emploi d'indépendants, développeurs indépendants. Je voulais savoir votre avis en tant que... Donc j'imagine que vous êtes tous des startups. Est-ce que vous ne pensez pas vous couper éventuellement d'une certaine quantité de développeurs à ne pas forcément vouloir employer des... Je comprends très bien la démarche derrière d'essayer d'internaliser un maximum la force de développeurs, mais est-ce que, de par la conjoncture en fait, du marché qui fait que les développeurs de plus en plus, ou du moins essayer de tester, de passer d'un statut de salarié à indépendant. Moi, je suis indépendant personnellement, mais moi, de ce que j'ai pu voir aussi de mon expérience, c'est que l'engagement, c'est un peu comme le télétravail. C'est pas parce qu'on passe en télétravail que les gens sont moins efficaces. Et moi, je porterai le même avis sur un indépendant qui, techniquement, s'il est vraiment intéressé par le projet, qui choisit le client, je pense quand même que si jamais c'est une mission longue, il pourrait tout aussi être investi dans le projet porté par la start-up. Moi, par exemple, j'ai des missions longues avec des start-up sur Bordeaux qui marchent plutôt très bien. Et la preuve, c'est régulièrement, ils me redemandent de travailler pour eux. Et je voulais savoir quel était aussi votre avis sur l'écosystème en fait, des start-up ici sur l'île, vis-à-vis de l'emploi d'indépendants développeurs, voilà, quelque chose dans ce sens. Je trouve que c'est une très bonne question. Pour répondre à la première question, est-ce qu'on ne se coupe pas d'une partie des développeurs ? Si, je suis d'accord. C'est vrai qu'en faisant le choix de privilégier plutôt l'embauche en CDI, on passe à côté de bons profils. Mais en fait,
personnellement, ma manière de le voir, c'est plutôt qu'on essaie d'investir sur le long terme en construisant une équipe soudée, solide. Alors après, je suis tout à fait d'accord. Il y a des indépendants qui vont être capables en fait de s'intégrer à une équipe pour peu que l'entreprise en fait fasse un effort pour les intégrer correctement. Donc il y a pas, enfin c'est pas blanc ou noir quoi. Il n'y a pas un cas général. Il faut vraiment regarder les personnes au cas par cas. Après, je crois qu'il y a aussi autre chose à considérer, c'est que en devenant indépendant, vous acceptez que votre métier soit un peu plus à risque, parce qu'on sait très bien que dès qu'il y a un coup dur, c'est les contrats indep qui sautent. Alors que là, nous, techniquement, si jamais à un moment donné on a un coup dur, je vais faire tout ce que je peux, je vais arrêter de me payer, mais pour pouvoir garder tous mes employés, quoi. Donc, tu vois, c'est un petit peu la différence d'approche, je pense. Moi, j'aime pas trop en fait l'idée d'embaucher quelqu'un, sachant que en fait, le jour où ça va pas, je peux m'en passer, quoi. C'est pas, après voilà, ça dépend des boîtes, ça dépend des gens. Il n'y a pas de cas général. Je comprends. J'ai eu l'expérience aussi moi en tant que start-up où au contraire, il n'a pas pris sur son salaire, mais par contre, il a arrêté de nous payer. C'était particulier, mais après, j'avoue, j'ai fait 3 startups en tout, c'était la seule à qui c'est arrivé, et c'est la raison pour laquelle ça m'a fait basculer, moi, personnellement, en tant qu'indépendant. Bon, c'est mon histoire personnelle, mais la question aussi, c'est avoir potentiellement aussi... Il y a 2 avantages qu'on oublie souvent, c'est le fait que, techniquement, en termes d'humain et de compta, ça peut coûter moins cher auprès de l'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui réglons les charges, et en plus, on arrive avec, certes, le ticket d'entrée peut être un peu plus cher éventuellement, mais la personne est déjà staffée ou du moins a déjà des compétences. Il y a certes un onboarding à faire, mais il y a la formation au moins à faire. Il y a quelqu'un qui peut avoir une expertise plus importante en fait qu'un salarié, quelqu'un qui voilà. Enfin, je suis pas du tout en train de dire que je suis absolument anti-indépendant, mais c'est vrai. Mais je veux dire, comment vous considérez ces avantages vis-à-vis de salariés, par exemple, je sais pas. Les avantages de l'expérience. Ces avantages-là d'indépendants vis-à-vis de salariés, je sais pas. En fait, sur le côté sur l'aspect coût, je suis pas complètement convaincu. Là, je veux bien voir la formule de calcul qui me montre qu'un indépendant c'est moins cher qu'un. J'ai pas dit c'est moins cher, mais potentiellement, ça peut être. On peut avoir une meilleure expertise éventuellement pour je sais pas en termes de coûts, de charges sociales. Non, mais après, des fois, il y a certains cas pour lesquels c'est pertinent. Moi, je vois par exemple, à un moment donné, on avait un projet mobile qui démarrait, qui était hyper urgent, hyper critique pour la boîte. On n'arrivait pas à recruter de développeurs mobiles à ce moment-là. On a pris un indépendant, ça s'est super bien passé. Et puis voilà, je pense qu'en fait... Si jamais c'est pour du long terme et qu'on a un projet d'entreprise qui est construire une équipe qui va rester dans la durée, qui va être soudée, qui va se mobiliser pour l'entreprise, j'aurais tendance à penser que c'est préférable d'essayer d'embaucher des gens expérimentés ou pas en CDI. Mais parfois, il y a certains cas où on a un besoin très spécifique, très urgent, et là, un indépendant peut tout à fait être la bonne solution. Je crois que ça dépend des circonstances. Quoi. Oui, toujours, bien sûr. Ouais, ce que j'allais dire, moi, pour ma part, c'est vrai qu'on n'a pas recruté encore de CDI, mais clairement, là, se pose la question par rapport à des choses à livrer prochainement. Et donc, on sait que l'équipe à long terme, pour l'instant, on n'est pas encore cette phase de construire une équipe à long terme. On est encore dans l'étape de mettre en place et un peu le proof of concept de ce qu'on fait. Et du coup, très clairement, plus d'intérêt aujourd'hui à engager quelqu'un sur du court terme. Et donc, dans ce cas, plutôt un freelance. C'est plutôt vers ça qu'on se porte, parce qu'on n'a pas une échelle, une visibilité. Voilà, forcément, chaque boîte a une visibilité sur 1 an ou 2 ans. Voilà. Là où, quand on est une petite boîte comme nous, là, c'est vraiment une visibilité de 1 an, voire 2 ans. Mais on n'est pas dans une construction 4-5 ans, là où on se dit forcément un CDI, on sait que c'est pertinent. Premièrement, je souhaite te remercier pour ta question. Je pense que, comme mes 2 camarades l'ont indiqué, que tout dépend des circonstances et de la situation. Je porte une jeune boîte, j'ai pas énormément de visibilité, je peux me projeter, mais pas énormément de visibilité. Et parfois, je me dis qu'un freelance, pour répondre à une mission bien précise, une tâche bien précise, peut être plus simple qu'un salarié, parce que, comme son nom l'indique, c'est soit un contrat déterminé, donc il faut être capable de lui donner une temporalité, ou indéterminé.
Et j'ai personnellement pas mal de difficultés à me dire que je vais prendre des CDI tant que je n'ai pas validé complètement mon product market fit. Cependant, j'aurai moins de difficultés à faire appel à des freelances parce qu'il n'y a pas cet engagement sur la durée. Il y a un engagement de paiement, c'est sûr, mais il n'y a pas d'engagement indéterminé. Donc je pense que le freelance est un énorme atout pour n'importe quelle entreprise, mais tout dépend des challenges que l'entreprise a surmontés. Et puis, les deux ne sont pas compatibles, parce que moi, je vois régulièrement des personnes qui font CDI, puis après partent en freelance, travaillent pour une start-up qui grossit et qui, du coup, finalement, les remploie en CDI. Donc ça, en fait, au final, si après la personne est tombée amoureuse du projet, elle reste dans le projet. Voilà, du coup, merci à tous d'être venus. Merci à vous trois, surtout, pour cette table ronde. Et puis, du coup, on va enchaîner juste après avec un sujet, c'est la Tech for Good, avec d'autres intervenants. Voilà, donc merci à tous.